Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de bricolage. Aujourd'hui, je vais faire avec vous le tour de l'atelier tel qu'il est aujourd'hui pour voir un petit peu les évolutions et ce qui reste à faire. Et je vais vous parler de ce que je pense des outils Peugeot parce que pendant la construction de cet atelier, tout du moins depuis 6 mois, je teste plusieurs machines de chez Peugeot Outillage. Donc je vais en profiter pour faire un point avec vous et donc répondre en vidéo à quelques commentaires qui me sont laissés sur les vidéos que j'ai sorties depuis 6 mois. Alors pour vous guider de cette vidéo qui sera assez longue, regardez dans la description, il y a un minutage, vous cliquez dessus et vous allez sur le chapitre qui vous intéresse. Alors tout d'abord, où c'est que je suis dans l'atelier? Aujourd'hui je suis en train d'essayer de réaliser une affûteuse avec un touret amelé que j'ai recyclé, un touret qui avait été abîmé pendant le transport et qui était inutilisable. Donc j'en ai profité pour détourner sa fonction. J'ai commandé une nouvelle meule parce que celle-ci n'est pas adaptée au travail du carbure et donc je n'arrive pas à usiner les pastilles, mais j'ai plusieurs lames de scie qu'il faut que j'affûte. Et la méthode que je vous ai montrée il y a 2 ans de ça avec un disque à tronçonner est assez grossière et je préfère faire une évolution avec une meule qui est vraiment faite pour affûter. Donc j'ai commandé une meule, elle ne va pas tarder à arriver et je vous parlerai à ce moment-là un peu plus en détail de cette affûteuse. Aujourd'hui je suis clos, c'est-à-dire que l'atelier est clos mais n'est pas isolé. Et j'ai fait des mesures de température et c'est assez impressionnant de voir à quel point le rayonnement peut être une source de chaleur puisque j'ai relevé des températures supérieures à 30 degrés ici sur la toiture alors que c'était midi. Et à l'intérieur, sachant qu'au nord, ici, à l'ombre, on avait 10 degrés, et qu'à l'extérieur, on avait pratiquement 20 degrés au soleil. Donc j'arrive à des choses impressionnantes, comme l'extérieur de cette porte à 50 degrés. J'arrive à des choses impressionnantes comme l'extérieur ici à 30 degrés, et l'intérieur à 19. Donc on voit que ne serait-ce que le panneau d'OSB, avec bien sûr les feuillages à l'extérieur, et bien ça m'isole de la chaleur. On voit que l'ensemble de l'atelier arrive sans chauffage et sans isolation à monter à 19 degrés, ce qui est tout à fait acceptable. 19 degrés, c'est largement suffisant pour travailler dans l'atelier, avec un 10 degrés à l'extérieur. J'ai fait des choses temporaires, c'est-à-dire que ici, entre le mur en pierre et la panne, j'avais des ouvertures. Je les ai fermés temporairement avec des morceaux d'OSB tout du long et j'ai commandé du ciment pour venir faire ici la jointure. Pour autant, il me reste encore ici des ouvertures. C'est pas complètement isolé ici. J'ai isolé ici, là-haut, au niveau des pannes. J'ai mis ici des chutes de bois que j'avais entre les pannes pour fermer au niveau de l'air et ça ne suffit pas. Donc la porte, elle nécessite d'avoir une isolation parce qu'on voit à travers. Ça c'est la porte nord, la porte sud. Ici je n'ai aucun problème puisque j'avais fait un bouvetage. Donc il a joué son rôle. On voit que ça s'est dilaté d'ailleurs, mais ça joue bien son rôle. Ici il manque une étanchéité puisque le montant il est brut, de l'autre côté il n'y a rien. Donc là j'ai une petite ouverture, mais c'est bien moins important que celle que je peux avoir de ce côté. J'ai fermé temporairement ici, sauf un petit coin là-bas qui n'est pas terminé, mais j'ai fermé ici temporairement avec des chutes de bois aussi, parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Donc ça c'est une décision temporaire qui me permet d'avoir une isolation relative au courant d'air, ou tout du moins limiter les courants d'air. Le double vitrage fait son effet puisqu'en fait, quand je mesure la température ici ou que je la mesure ici, j'ai la même valeur. Donc ça veut dire qu'ici, je suis très bien isolé. J'ai installé 3 machines sur cet établi mobile et je ne les ai pas fixées pour l'instant parce qu'une fois qu'elles seront fixées, j'aurai des postes fixes. Je n'arrivais pas à accéder à ce disque, donc je l'ai mis en travers pour pouvoir accéder à ce disque et à cette bande en même temps. Peut-être qu'il faudra que je le tourne encore de 90 degrés. En fait, ce sont des positions qui ne sont pas complètement déterminées, que je vais déterminer au fur et à mesure, mais peut-être que je vais laisser cet ensemble directement sur cet établi mobile avec ces 3 outillages. Pour ce qui est de la scie radiale, je n'ai pas terminé. J'hésite à poser des roulettes fixes ou à poser des roulettes escamotables. Je n'arrive pas à me décider. Les roulettes fixes, ce serait très facile à poser. Les roulettes escamotables, ça nécessite un système d'escamotage
qui lui est plus compliqué à réaliser. Par contre, ça améliorerait la stabilité parce que laisser le meuble sur roulette, j'ai peur qu'au niveau de la stabilité, je ne sois pas optimum. J'ai prévu d'installer ces roulettes qui sont fabriquées en France à côté de Toulouse. Elles ont une charge utile de 65 kg. Elles ont un inconvénient, c'est qu'elles sont petites en taille. Et donc ce que j'ai pas pensé, c'est qu'en fait pour accéder aux freins par exemple, eh bien je risque d'avoir quelques difficultés. Bon, le deuxième inconvénient, c'est qu'elles sont, tout du moins je n'ai trouvé que des modèles qui sont comme ça rotatifs. Et donc je ne vais pas pouvoir sortir le meuble sur une ligne. Dans mon idée, je m'étais dit que j'allais mettre des roulettes fixes, au moins 2 roulettes fixes, de manière à garder la trajectoire à chaque fois que je le sors et que je le rentre. Mais avec des roulettes qui sont sur pivot, eh bien le pivot, les roulettes tournent quand on déplace le meuble et j'aurai du mal à faire une trajectoire rectiligne. Ce côté est quasiment terminé à 2 exceptions près, c'est-à-dire qu'il faut que je trouve un aménagement pour le dessous de l'établi. J'imagine faire des tiroirs ici, remplir cet espace de tiroirs. Et puis ici, en dehors du meuble de la scie radiale que je n'ai pas terminé, mais qui va être terminé dans un prochain épisode, je pense, si j'arrive à laisser ces machines sur l'établi roulant, et bien à ce moment-là, ce côté-là sera terminé. Et à ce moment-là, je pourrai compléter l'espace que j'ai laissé libre avec le panneau d'OSB qui manque là-bas. Et ce meuble-ci disparaîtra. Si on regarde en détail ce chariot à la base, il était fait ou dédié au travail des métaux. Il y a beaucoup d'outillages ici qui sont pour le travail du métal. Il me manque une seule chose ici, c'est le poste à souder, qui lui est sur un autre chariot et que je n'ai pas pu encore rapatrier ici. Alors je me pose la question de le modifier pour pouvoir justement mettre le poste à souder dessus et ce serait un espace complet pour le travail du fer, même si les machines qui sont dessus peuvent travailler indépendamment le fer et le bois. Je m'étais dit que tous les outillages pour travailler le fer devaient être au même endroit. Donc ici ça semblait le bon endroit, même si ici le panneau de dessus n'est pas métallique et que pour souder ça ne peut pas faire une vraie table à souder. Bon alors on voit qu'ici c'est un petit peu le bazar, tout cet espace là il n'est pas du tout aménagé. Tout cet espace reste à aménager. Le mur me garde de la fraîcheur l'été mais aussi me garde de l'humidité et de la fraîcheur l'hiver. Donc je crois que je vais finir par le fermer, c'est-à-dire l'isoler et mettre un panneau d'OSB devant, de manière à pouvoir mettre tranquillement des affaires dessus, des meubles contre, et utiliser cette surface. Parce que là pour l'instant, ça ne me sert pas de dépotoir, parce que ça ne peut pas appeler ça un dépotoir, mais c'est pas vraiment rangé. Ici j'ai mes chutes de bois, derrière j'ai les sacs de sciure qui commencent déjà à s'entasser. J'ai encore un stock de planches de coffrage, et puis bon, mes caisses à outils, et du stock de bois. Voilà, donc je n'ai pas vraiment d'espace de rangement pour les vis et tout ça. Il va falloir que je l'installe ici. Et je pense que si je ferme et que je mets une cloison telle que je l'ai mise de ce côté, par exemple, eh bien, ce sera beaucoup plus propre et beaucoup plus facile à aménager. Je n'ai pas pris toutes les décisions, je n'ai pas encore décidé de tout ce qui doit être fait dans cet atelier. J'avance petit à petit. Tout simplement parce que c'est au fur et à mesure de l'utilisation que je vois s'il est opportun ou pas de faire certaines choses. J'avais dans l'idée de mettre tout sur roulette au départ. Peut-être qu'il y a des choses que j'y mettrai et des choses que je n'y mettrai pas. Par exemple, je m'étais dit que l'établi, je ferai un système pour le mettre sur roulette. Pour l'instant, je n'allais pas beaucoup bouger en l'espace de 4 mois d'utilisation de cet atelier. Et même quand j'ai eu à le bouger, ça glisse très facilement sur le panneau d'OSB qui est au sol. Donc c'est pas un problème. Par contre le combiné, il est sur roulette. Je l'ai laissé sur le chariot de transport et j'ai eu à le déplacer 2 ou 3 fois et franchement quand il est sur roulette c'est beaucoup plus facile parce que sinon c'est quasiment impossible. Donc lui il va rester sur roulette mais il va falloir que je fasse un vrai chariot parce qu'aujourd'hui le chariot tel qu'il est c'est vraiment le chariot de transport. Quand j'avais fait les plans de l'atelier j'avais décidé que la scie à ruban se trouverait là parce que ça semblait être l'endroit le plus simple et le plus optimum pour mettre une scie à ruban. Les encombrements s'y prêtaient bien. Et à l'usage, eh bien, c'est là qu'il faut qu'elle soit. Parce que j'ai un dégagement suffisant derrière, j'ai un dégagement suffisant sur le côté, et que c'est pas loin de l'établi. Donc ça, c'est très bien. Le seul bémol, c'est qu'il faut que je déplace à chaque fois, ou que je débranche à chaque fois, cet aspirateur d'atelier, qui me sert pour le combiné, et qui me sert aussi pour la scie à ruban. Alors j'ai investi dans un petit appareil, qui est une télécommande avec 5 prises télécommandables, et qui me permet
de démarrer à distance des matériels. En l'occurrence ici, j'ai branché sur une prise cet aspirateur. Du coup, je n'ai pas besoin de faire le tour sans arrêt pour aller appuyer sur le bouton ou me déplacer. Il suffit que j'ai cette télécommande, j'ai 5 prises. Pour l'instant, j'en ai utilisé 2, il m'en reste encore 3. Je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse, parce que ça, je trouve que c'est très intéressant, sachant que les prises peuvent supporter une puissance de 2 kW. Donc 2 kW, c'est largement suffisant pour le combiner, c'est largement suffisant pour toutes les machines que j'ai à l'atelier. À condition de ne pas mettre de multiprise, ou tout du moins de ne pas avoir, comme c'est le cas ici, quand j'ai une multiprise, de ne pas avoir 50 machines qui marchent en même temps. Ça, c'est un outil qui était à la base pas indispensable et qui me sert énormément aujourd'hui. Alors maintenant, concernant les outils Peugeot, je vous ai fait plusieurs vidéos dessus et je vais vous parler de la gamme Energy Hub que j'ai testé donc pendant ces 6 derniers mois. Je vais vous parler d'abord de tout ce qui est perceuse. Bon, déjà ici vous voyez, je me suis fait un rack, ça j'ai pas fait de vidéo, mais je me suis fait un rack parce que quand on a autant de machines que moi, eh bien il est important d'avoir apporté le rack de chargement. Donc ici les temps de charge c'est 1 heure, donc là je charge facilement 3 batteries en parallèle. Je suis verni de ce côté-là, je remercie encore Peugeot Outillage de m'avoir fait confiance et de m'avoir fourni toutes ces machines pour les tester. Et il arrive souvent que j'ai plusieurs batteries à charger en même temps. Je vais commencer par les perceuses. Donc j'ai 3 perceuses. J'ai 2 modèles ici, 250-314, qui sont des visseuses. Je vous mets les liens dans la description. Donc ça, ce sont des petites visseuses. Et celle-ci, c'est la plus grosse. C'est le modèle 250-324, qui est beaucoup plus puissant en termes de couple. Donc j'ai testé les 2 modèles. En termes d'avantages et d'inconvénients, celui-ci est le plus courant. Il va permettre de passer dans 80% des situations. Il est moins puissant que celui-là, modèle, mais il est largement suffisant pour beaucoup de bricolage. Il fait visseuse, perceuse et il fait aussi percussion. Il y a un modèle sans percussion, mais celui-ci est à percussion. Et il permet de couvrir 80-90% des situations. Celui-ci, je vous le conseille si vous avez beaucoup de vissage à faire et si vous avez aussi des vissages puissants à faire. Et le moteur brushless ici permet d'avoir une bonne autonomie. Donc du coup j'ai vissé ici toutes les vis de l'atelier avec ça. Donc ces 2 outils ici, ils sont très bien. J'ai déjà eu d'autres visseuses, j'en ai démonté des visseuses, j'en ai utilisé d'autres types. Celles-ci sont très bien. Ici j'ai la scie sauteuse. Donc c'est le modèle 250-341. Celle-ci, je n'ai pas grand chose à dire dessus, je l'ai utilisée relativement peu souvent, je n'ai découpé que des panneaux d'OSB avec. J'ai été agréablement surpris par la puissance qui est délivrée, la puissance de coupe qui est liée à l'effet pendulaire, parce que c'est ma première scie pendulaire, donc je n'ai pas non plus trop d'expérience là-dessus, mais celle-ci franchement elle coupe très bien et elle permet de faire des choses relativement sympathiques comparées à celle que j'avais avant qui n'était pas pendulaire. En termes d'ergonomie, elle est très bien. La gâchette ici avec où on peut mettre 2 doigts est très bien parce que ça permet d'avoir une bonne tenue de l'outil. Et ensuite en termes d'autonomie, eh bien moi j'ai une batterie de 5 ampères là-dessus, mais on peut mettre la 4 ou 5 ampères, ça va très bien. La scie circulaire, c'est celle que j'ai utilisée le plus souvent ici dans l'atelier pour couper les panneaux d'OSB et autres. Je m'en suis encore servi récemment. Bon, c'est une petite scie circulaire, hein, puisque le diamètre de la lame fait 165. C'est ça, hein, de mémoire. Pour autant, elle a l'avantage d'être sur batterie, donc on peut la transporter sur un chantier, ça c'est assez agréable. Elle a une lame qui est assez fine, puisqu'elle fait 1,5 mm, je crois, ou 1,6 mm. L'avantage d'une lame fine, c'est d'avoir moins de puissance à développer pour couper. Par contre, l'inconvénient, c'est que, eh bien, on perd de la rigidité de la lame, et donc de la précision de coupe. Alors pourquoi me direz-vous mettre une lame aussi fine? Eh bien c'est tout simplement parce que plus on met une grosse lame, plus on a besoin de puissance pour couper, et que sur une batterie, eh bien on est limité en puissance. Peugeot ayant fait le choix de travailler avec des batteries 18 volts, eh bien la puissance ici c'est le voltage que multiplie l'intensité, et donc on voit qu'on est vite limité par rapport à ce qu'on pourrait avoir si on avait un outil filaire qui fonctionne en 220 volts. Donc, comme on a moins de puissance ici au niveau de la batterie, eh bien, on est obligé de trouver un artifice. Et l'artifice qui a été trouvé ici, eh bien, c'est de mettre une lame fine, avec les inconvénients dont j'ai parlé. Cette scie est relativement pratique, ergonomique, parce qu'elle est légère, elle est de petit diamètre. J'ai coupé des planches de coffrage avec des panneaux d'OSB, sans problème.
ou tout du moins sans trop d'efforts. La puissance de cette scie a été suffisante. Donc pour tout ce qui est bricolage simple, eh bien cette scie suffira largement pour couvrir vos applications. J'ai fait une vidéo où j'ai montré cette ponceuse quand j'ai réalisé la chaise haute ou que j'ai restauré la chaise haute, mais ce n'est pas ce modèle-là, c'est l'ancien modèle. Il y a eu une évolution parce que le premier modèle souffrait d'un défaut au niveau de la carte ici électronique qui a été réparé, qui a été pris en compte et qui a été donc modifié, et ceci est la nouvelle version, donc avec ce défaut corrigé. Ici je lui ai associé une batterie de 2 ampères. En termes d'autonomie c'est un petit peu léger, moi je vous conseille plutôt de mettre une 4 ampères. Pour tout ce qui est ergonomie par contre, eh bien, elle est très intéressante. Ici il y a un bon grip, ici on met des disques de 125, donc c'est des disques standards, et franchement elle fonctionne très bien. Donc ça c'est pareil, je recommande pour des utilisations classiques de bricoleur, ça suffit largement. L'avantage c'est que elle est sur batterie. Et avec une batterie de 4 ampères, elle est largement suffisante pour faire des petits bricolages. Alors même si ici il est fourni un petit sac de récupération, moi je vous conseille, si vous pouvez, d'installer avec un aspirateur d'atelier, ici, de l'installer chaque fois que vous pouvez parce que la poussière du ponçage, c'est une poussière fine et c'est une poussière qui a tendance à bien rentrer dans les poumons. Donc s'il y a bien à faire attention quand on fait une opération pour tout ce qui est filtration, c'est bien au moment du ponçage. Donc là je vous conseille de rajouter ici un aspirateur si vous pouvez, sinon de poncer à l'extérieur. Ce qu'il faut regarder, c'est que les sorties d'aspirateur ici, ou tout du moins le diamètre intérieur ici de toutes les sorties des outils Peugeot qui ont de l'aspiration sont en 35 mm, ce qui ne semble pas être le standard en fait. Et chaque fois il faut mettre une adaptation. Les adaptations dont je parle, ce sont ce genre de cônes ici qu'on trouve avec les aspirateurs et qui permettent de faire le lien entre les différents diamètres. Ce n'est pas forcément le diamètre de toutes les sorties des aspirateurs existants, sachant que Peugeot ne fait pas d'aspirateur et donc il n'y a pas de compatibilité directe. Vous l'avez vu sur plusieurs vidéos, l'adaptation que je fais et le branchement que je fais de l'aspirateur sur la scie circulaire parfois est gênant parce que ça ne tient pas, c'est pas tout à fait les bons diamètres, c'est pas clippé, donc ça ne tient pas. Avant de revenir aux disqueuses, je vais vous parler de 2 outils. Celui-ci d'abord, qui est le marteau perforateur. J'ai eu l'occasion de mettre un post Instagram parce que j'ai eu l'occasion de tester la différence entre une marque très connue et professionnelle et celle-ci. Et franchement, celle-ci, elle va aussi bien que la professionnelle. Elle a la même puissance avec ses 2,2 joules. Franchement, elle est très très bien. Moi, j'en étais très content de sa capacité, d'abord de son ergonomie, du fait que elle se tienne aussi bien, qu'elle perfore aussi bien avec les mêmes forêts qu'une perceuse professionnelle. C'est la référence 250-331 et franchement celui-ci il est très bien. J'ai pu le tester, je ne l'ai pas montré en vidéo mais je l'ai testé et je vous ai fait un post Instagram il y a 3-4 mois de ça parce que il s'est trouvé que j'avais une autre machine dont je tairai la marque et donc j'ai pu faire la comparaison directe et j'oserais presque dire que celle-ci était meilleure que l'autre. Alors là je vais vous parler du rénovateur qui est la référence 250-381. Ce rénovateur en fait qui est ni plus ni moins qu'une disqueuse modifiée avec un système ici, donc on peut monter soit cette brosse métallique soit ici cette brosse à poncer et franchement bon, c'est très bien dans le sens où ça permet d'avoir un outil portatif pour aller brosser des grandes pièces. Parce que quand on a des petites pièces à usiner, il vaut mieux usiner directement, apporter les pièces sur la brosse du touret ici. Ça c'est beaucoup plus pratique avec des petites pièces. Mais si vous voulez brosser une très grosse pièce, à ce moment-là c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut amener la brosse sur la pièce. Et là, avec cet outil-là, on a quelque chose de portatif qui va très bien. Alors la vitesse de rotation est beaucoup plus réduite que sur la brosse du touret à meler, mais pour autant ça fait le job. Je vous l'ai montré dans la vidéo où j'ai fait les parements en bois brûlé. Même si ce n'était pas forcément bien adapté à cette machine, puisque ça fait beaucoup de poussière, franchement ça décape bien. Ensuite ici je n'ai pas fait de vidéo mais j'ai déjà utilisé cette brosse avec la toile émerie et là c'est vraiment pour décaper, ça décape très très fort. Donc c'est ergonomique, c'est transportable, ce genre d'outillage il sert si vous voulez décaper une pièce de grosse dimension ou qui est très lourde qu'on ne peut pas déplacer et donc c'est la machine qui se déplace plutôt que de déplacer la pièce. Sinon pour poncer et pour brosser, il vaut mieux utiliser ici soit le tank à poncer avec cette bande ou ce disque,
Ça c'est très performant. En plus il y a une aspiration intégrée, je l'ai montré dans la vidéo de démonstration de cette machine, qui permet d'aspirer 90% ou 95%, je ne me rappelle plus, de toutes les poussières. Donc ça c'est franchement beaucoup plus simple quand on a des petites pièces à poncer que de se trimballer avec le décapeur ici. Même chose ici pour le touret, si vous avez une petite pièce, il vaut mieux avoir une brosse sur un touret que d'avoir cette machine là. Et cette machine là étant faite pour se déplacer, et bien là l'intérêt c'est qu'elle est en plus sur batterie. Donc ça c'est franchement très intéressant. Et pour finir donc la disqueuse. Alors la disqueuse, il se trouve que là je l'ai utilisée pour le chantier qui est en cours, mais je l'ai pas vraiment utilisée comment dire, dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire sur des longues durées de découpe. J'ai découpé avec, mais j'ai pas utilisé sur de longues durées. Et puis je pense que de toute façon, un outillage qui est sur batterie, le principal intérêt qu'il a, c'est d'être transportable en dehors de tous les réseaux. Quand vous avez un chantier qui est dans un atelier, eh bien ce genre d'outil, il n'a pas son utilité, il est beaucoup moins utile qu'un outil filaire. Un outil filaire, il va vous permettre d'avoir de la puissance, puisqu'on est en 220 volts, alors que là encore une fois on est en 18 volts, donc on a moins de puissance. Et il vous permettra d'avoir de la puissance, de la longévité, que là vous n'aurez pas. Cet outillage là, il permet d'aller découper sur des chantiers à l'extérieur, là où il n'y a pas d'énergie. Et il est performant dans ce sens-là. Il y a un variateur de vitesse. Cette machine est très bien conçue, elle est très ergonomique. Je n'ai pas eu l'utilisation sur une longue durée, donc il m'est difficile de vous le conseiller pour des utilisations prolongées. Mais pour des utilisations ponctuelles, sur des chantiers où il n'y a pas d'énergie, et bien ça c'est très bien parce que ça permet de se dépanner et de couper un petit peu de ferraille quand on en a besoin, ou de mettre, comme moi c'est le cas ici, j'ai mis un disque par exemple à tronçonner le bois ici. Voilà, ça permet d'aller tout simplement en haut de la charpente et de couper un petit peu de bois sans avoir à tirer une rallonge, ou alors de mettre un disque à poncer, pareil, ça permet d'aller poncer à des endroits où on n'a pas accès avec l'énergie. Et enfin, l'outil multifonction, alors lui je l'ai utilisé assez souvent, et celui-là c'est pareil, il y a un variateur. Donc ça c'est intéressant parce que souvent l'outil multifonction c'est pour aller faire quelque chose dans un petit coin, mais pas sur une grande durée. Là en l'occurrence je m'en suis servi, je vous l'ai montré quand j'ai installé ici les vitres, mais je l'ai aussi utilisé hors caméra pour d'autres activités, et franchement ça c'est très utile. Quelle que soit la marque d'ailleurs, hein. Mais là je trouve que c'est utile, et en plus c'est sur batterie, donc on peut le prendre au fond du jardin par exemple pour couper une branche, ça pose aucun problème. Le système ici est un système à clé. Certains vont vous dire que c'est assez long et qu'il y a des systèmes qui sont à changement rapide. Bon, moi je veux bien, mais regardez le temps qu'il faut pour changer l'outil. On fait ça, on sort l'outil, on en met un autre, on resserre et c'est terminé. Voilà. Donc j'ai eu un outil multifonction avec un changement de lame automatique. Bon, mais parfois ça prend plus de temps parce que ça ne veut pas se mettre en face. Là, ça prend 3 secondes, quoi. On desserre, on sort l'outil, on remet en place, on resserre, hop, et c'est fini. Voilà. Ça c'est mon avis perso, hein, mais je trouve que c'est quand même assez pratique. Et on peut y mettre ce qu'on veut comme outil. En plus ce sont des empreintes polyvalentes, donc on trouve ça un petit peu partout sous toutes les marques. C'est pas forcément du Peugeot, hein. Moi j'ai pas forcément que du Peugeot, donc ça c'est quelque chose qu'on trouve partout. Donc concernant la perceuse à colonne, je vous ai fait une vidéo complète pour vous montrer comment on l'installe. Ce que j'ai trouvé intéressant en fait c'est son mandrin ici qui est à changement rapide, avec une précision importante puisque c'est un mandrin de qualité. Bon, je l'ai utilisé hors caméra pour d'autres activités, et franchement, bon, même si ce n'est pas forcément sa place définitive et son positionnement qui va bien, elle est peut-être un petit peu trop haute, il faudra peut-être que je revoie l'installation, mais pour l'utilisation, elle est franchement très bien. Le seul bémol que je mettrai, mais ça c'est parce que je suis gourmand, j'aurais bien aimé avoir ici un variateur de vitesse plutôt qu'un changement des courroies. Mais bon, ça ne me change pas trop. Mon ancienne avait aussi un changement par courroie. Et j'avoue que, bon, dans l'absolu, il faudrait souvent changer les vitesses. Dans la vraie vie, on ne change pas souvent les vitesses. Ou tout du moins, quand on bricole comme moi, si on change souvent de forêt, eh bien, des fois on s'adapte, on met une vitesse inférieure de manière à ne pas brûler le forêt. Et puis à ce moment-là, on passe un petit peu partout. Pour ce qui est du touret amelé, ici,
Donc pour l'instant il est posé, mais ça c'est une chose que je déconseille. Vous allez voir ce qui se passe quand on le branche. Donc là déjà j'allume l'énergie et je vous montre ce qui se passe quand on le met en route. Voilà. Il vibre. Il vibre quand même pas mal quand il est posé comme ça, uniquement posé. Donc moi je vous conseille de l'utiliser fixé. Ça c'est important parce que d'abord comme il vibre, il va se déplacer et puis en plus voilà, il est posé, il est pas stable quoi. On ne peut pas appuyer sur la brosse. Si on appuie sur la brosse, on va faire tourner le touret, donc il faut absolument le fixer. Sachant qu'il existe ici un système pour pouvoir justement le faire tourner après. On peut le verrouiller et puis le faire tourner sur sa base. Donc il faut visser sa base. Mais moi, comme je n'ai pas encore décidé de l'endroit exact où il est, pour l'instant je l'utilise comme ça et quand je l'utilise, eh bien je mets un serre-joint pour le coincer. C'est la référence 133 063. C'est un moteur de 350 watts qui tourne à 2980 tours par minute. On y met des meules ou des brosses de diamètre 150. Et celui-ci, c'est le modèle 132 345. Donc c'est une puissance de 500 watts. C'est largement suffisant. Franchement, je l'ai utilisé plusieurs fois. C'est franchement suffisant pour ce qu'on fait quand on bricole. Alors, les nouveaux modèles ici sortent avec un disque ici qui est sur scratch. Moi c'est l'ancien modèle donc il est collé. Si vous avez un ancien modèle, ben, c'est ce que j'ai expliqué quand j'ai fait la vidéo, c'est avantage et inconvénient. Le fait d'avoir un disque collé, eh bien, ça assure une certaine planéité que n'assure pas le scratch. Par contre pour l'enlever c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça c'est pareil. La différence c'est que bien celui-là il n'y a pas besoin de le fixer parce que eh bien, je veux vous le démarrer. Celui-là, il n'y a aucune vibration, donc il n'y a aucune crainte à avoir. Vous pouvez le laisser poser dessus, et c'est pour ça que moi je l'ai posé, et puis je le fais juste pivoter. Pour terminer, j'ai cette scie radiale stationnaire qui a remplacé ma scie radiale de la gamme Energy Hub, donc la scie radiale sur batterie. Donc je me suis servi très récemment, que je ne connais pas bien encore, puisque je ne l'ai pas tout à fait bien installé. Pour autant, je peux vous dire qu'elle est puissante. Le seul bémol que je mets à cette machine, en fait, c'est la capacité à brancher un aspirateur dessus. Donc ça, c'est une remarque que je fais pour plusieurs machines de chez Peugeot Outillage, c'est le branchement de l'aspiration. Ici, ben, c'est quasiment pas étudié, parce qu'en fait, il y a un diamètre ici qui n'est pas standard. La poche qui est ici récupère bien les poussières, mais ce n'est pas suffisant. Il faut quand même arriver à récupérer cette petite poussière là. Et cette petite poussière, qui est la plus dangereuse en fait, ne peut être récupérée que par un aspirateur. Et l'aspirateur ici, eh bien, il se branche sur un diamètre qui n'est pas standard et qui n'a pas d'adaptateur. Donc ça c'est quand même un petit problème. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser tel quel sans faire de la poussière. Et en plus, c'est la poussière la plus fine, je le répète, celle qu'il faut absolument aspirer et ne pas respirer. Les gros copeaux comme ça, c'est bien de les récupérer parce que c'est salissant, mais c'est pas ça qui va dans les poumons. Ce qui va dans les poumons, c'est ça. Et ça, il faut le récupérer. Donc là, s'il y a un progrès à faire sur cette machine, eh bien, c'est son aspiration. Même si ce système est ingénieux et innovant et permet de récupérer beaucoup de poussière, encore une fois, de grosses dimensions, sans aspiration. Et je dirais à la décharge de Peugeot Outillage qu'en fait, toutes ces machines ont le même problème, c'est-à-dire que ce type de machine n'est pas fait pour aspirer, puisqu'en fait, il n'y a aucun carter, et donc tout l'espace où on coupe, en fait, est libre, et pour aspirer toutes les poussières fines, eh bien, c'est très compliqué, quelles que soient les machines et quelles que soient les marques. Je vais pour autant y réfléchir, je pense que je vais le faire en même temps que je ferai le meuble, parce que je veux intégrer cet aspirateur ici sur cette machine, et donc je pense que je vais essayer de trouver une solution. Alors elle sera bonne ou pas bonne, elle sera optimale ou pas, je ne sais pas, mais je vais essayer de trouver une solution pour brancher cet aspirateur sur cette machine. Alors j'ai été très bavard, vous aurez le droit de me le dire. J'ai souvent redit des choses que j'avais déjà dites, mais il me semblait important une fois que ce chantier était quasiment terminé, parce qu'en dehors de l'isolation, eh bien, il ne me reste plus grand chose à faire pour aménager et travailler dans cet atelier. Bien sûr, j'ai des étagères à faire, bien sûr, j'ai des tiroirs à faire, mais je suis déjà bien équipé pour faire tout autre chose.
Donc je voulais faire un petit point sur l'avancement de cet atelier et sur l'utilisation que j'ai eue de ces machines de chez Peugeot Outillage. Et je me devais donc de vous faire un retour de cette utilisation. Même s'il faut être honnête, certaines je ne les ai pas utilisées très longtemps. Bon, je compte sur vous pour me laisser des commentaires et me dire si eh bien, mon avis vous a intéressé. Je vous mets donc dans la description de la vidéo des liens vers le site marchand de Peugeot Outillage pour toutes les machines dont je vous ai parlé. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des machines que vous voudriez que je teste. Alors bien entendu, je ne vais pas me transformer en représentant de machine-outil, mais s'il y a une machine que je n'ai pas, ou un type de machine que je n'ai pas, et que vous aimeriez que je teste, je peux poser la question à celui qui le vend, de savoir s'il veut que je fasse un test ou pas. Mais encore une fois, je ne veux pas me transformer en représentant de machine-outil, ce n'est pas l'objectif. Moi, je préfère réaliser des objets plutôt que de tester des machines. Pour autant, on est une communauté et si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas, dites-le moi, j'essayerai d'organiser ce test. Je ne pense pas à filmer l'isolation parce que c'est quand même relativement simple et qu'il y a déjà plein de vidéos qui le montrent. Sauf si, bien entendu, je rencontre des choses intéressantes à partager, sachant que je vais quand même faire assez simple. Je pense isoler ici avec de la laine de verre, de la laine de roche agrafée entre les chevrons. Et je pense isoler dans les alvéoles de l'OSB existante avec un isolant dur, un isolant de quelques centimètres qu'on viendra juste coller ou coincer dans les alvéoles et après recouvrir à l'extérieur d'un panneau d'OSB pour finir le mur. Bon, cette isolation, elle est là aussi pour que j'ai pas trop froid, mais elle n'est pas là pour que cette pièce se transforme en une pièce d'habitation. C'est pas du tout l'objectif et c'est donc pour ça que je ne sais pas si je vais le partager avec vous parce que c'est vraiment une utilisation très particulière de quelqu'un qui veut pas avoir trop froid dans un atelier, mais pas forcément se retrouver dans un espace aussi bien isolé qu'une maison d'habitation. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, qu'elle vous aura diverti. Si c'est le cas, pensez comme d'habitude à mettre un pouce levé, à partager cette vidéo autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de bricolage. D'ici là, restez connectés. Regardez-moi sur Instagram. J'ai abandonné Facebook. Je suis désolé pour ceux qui sont sur Facebook, mais j'ai abandonné Facebook, j'ai abandonné Twitter. En fait, je n'arrive pas à gérer tous ces réseaux. Je vais continuer à publier des stories sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Donc restez connectés si vous voulez savoir ce qui se passe entre les épisodes. Je vous donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.